Ma femme Viviane était partie. Nous venions tout juste de revenir de l'enterrement, après l'avoir mise en terre à l'ombre d'un chêne provençal, le parfum du jasmin s'accrochant encore à mon costume. Maintenant, réunie dans la froide salle de conseil de l'entreprise que j'avais bâtie de mes mains, ma belle-fille Jessica arborait un sourire de prédateur. « Maintenant que la vieille n'est plus là, dit-elle d'une voix tranchante comme le givre, vous allez mettre l'entreprise au nom de mon fils et vous débrouiller tout seul. » Je n'ai pas bronché. Je lui ai simplement rendu son sourire. Ils pensaient que mon chagrin m'avait affaibli. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le dernier cadeau de Viviane ne figurait pas dans son testament. Il était caché dans une boîte secrète. Et l'avocat, sur le point de franchir cette porte, n'apportait pas que des documents. Il apportait des résultats de tests ADN qui allaient en réduire leur monde entier en cendres. Le silence dans la salle de conseil était plus lourd que la chaleur d'août à Marseille. J'étais assise en bout de la longue table en acajou, les mains posées sur le bois poli et frais. Autour de moi, des photos encadrées de projets achevés racontaient l'histoire de ma vie, Vence et Fils Construction. Aujourd'hui, la partie « et fils » sonnait comme une cruelle plaisanterie. Mon regard revenait sans cesse vers le fauteuil de cuir vide à ma droite, le fauteuil de Viviane. Pendant 40 ans, elle s'y était assise lors de chaque décision importante, sa sagesse plus précieuse que celle de n'importe quel consultant. Je ressentais maintenant le vide de son absence comme un poids physique, un point glacé dans la pièce. En face de moi, Jessica se tenait raide comme un piquet, ses cheveux blonds tirés en un chignon d'une sévérité douloureuse. Elle portait un tailleur pantalon noir austère, les lèvres peintes d'un rouge sang. À ses côtés, mon fils Marc fixait la table, refusant de croiser mon regard. Un homme de 48 ans qui, en présence de sa femme, redevenait un petit garçon. Et puis, il y avait mon petit-fils, Léo, 21 ans, avachi sur sa chaise, les pouces volant sur son téléphone. Il n'avait pas versé une seule larme aux funérailles de sa grand-mère. Ils n'étaient pas là pour pleurer. Ils étaient là pour encaisser. Finalement, Jessica s'éclaircit la gorge. « Samuel » commença-t-elle d'une voix dégoulinante de fausse douceur. « Nous savons combien c'est difficile pour vous, mais l'entreprise doit avancer. Il est temps pour vous de vous reposer. » Elle fit glisser un épais dossier sur la table. « Voici les documents de cession. Vous allez transférer vos parts majoritaires et le poste de PDG à Marc. » Marc leva les yeux, le regard suppliant. « Papa, c'est la bonne décision. C'est ce que maman aurait voulu. » Je soutins le regard de mon fils. « Tu es sûr que c'est ce que ta mère aurait voulu, mon fils ?» Jessica se pencha en avant, abandonnant toute feinte. « Maintenant que la vieille n'est plus là, dit-elle, ses mots clairs et précis, vous allez signer ces papiers, mettre l'entreprise au nom de mon fils, et vous débrouiller seul. Vous êtes vieux, arrêtez d'être un fardeau pour nous. » L'audace pure était à couper le souffle. Je sentis un calme glacial m'envahir. Viviane avait vu venir cela. Elle avait su que cela arriverait. « D'accord », dis-je d'une voix posée et égale. Je tendis la main et la posai sur le dossier sans l'ouvrir. Mais avant de faire quoi que ce soit, je crois que nous devons entendre certaines choses de la bouche de mon avocat. Le visage de Jessica se crispa. Un avocat, Samuel, c'est une affaire de famille privée. Je regardai son visage, puis celui de mon fils, puis la chaise vide à côté de moi. Je sentis la force de Viviane affluer en moi. « Non », dis-je d'une voix ferme et claire. « Ça ne l'a jamais été. » Mon esprit remonta 3 jours plus tôt au bureau de Viviane. Après les funérailles, je m'étais retrouvé à toucher ses affaires, passant la main sur le cuir usé de son fauteuil préféré, traçant les titres sur ses livres de poésie. Je tendis la main vers un volume épais, et mon genou heurta son vieux bureau en bois. Le livre tomba au sol. En me penchant pour le ramasser, mes yeux captèrent en quelque chose. Une lame de parquet qui n'était pas tout à fait alignée avec les autres. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je m'agenouillai et pressai mes doigts contre le bord de la planche. Elle était mobile. Je glissai mes ongles dans la fente et soulevai. Le bois céda, révélant une petite cavité sombre en dessous. Nichée à l'intérieur se trouvait une simple boîte en cèdre. À l'intérieur, reposant sur du velours fané, il y avait 3 choses. Une mèche de cheveux de bébé nouée avec un ruban bleu pâle, un acte de naissance d'hôpital jauni portant le nom Samuel Vence Jr. et une épaisse enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture élégante de Viviane. Je brisais le seau de cire et dépliais les pages. « Mon très cher Samuel, mon amour, mon unique amour. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti et je t'ai laissé un dernier et terrible fardeau. Je dois te dire une vérité que j'ai été trop lâche pour prononcer de mon vivant, une vérité que j'ai portée seule dans mon cœur pendant 48 ans.
Le garçon que nous avons ramené de l'hôpital, le garçon que nous avons nommé Marc, le garçon que nous avons élevé et aimé, n'était pas le fils que j'ai mis au monde. Notre fils, notre Samuel Junior, est né avec une faiblesse pulmonaire. Il n'a vécu que 6 heures. De la chambre voisine de la mienne, j'entendais un autre bébé pleurer, fort et en bonne santé. Une infirmière est venue me voir. Elle m'a dit que le bébé appartenait à une jeune fille terrifiée qui allait l'abandonner. Et dans un moment de folie, d'un chagrin si profond qu'il a brisé toute raison, elle m'a offert un choix. Elle a dit que nous pouvions échanger les dossiers, que je pouvais ramener un garçon en bonne santé à la maison, que tu n'aurais jamais à connaître la douleur de perdre notre fils. Je sais que c'était mal, mais à cet instant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. À ton visage quand je devrais te dire que notre fils était mort. Je ne pouvais pas le supporter. Alors j'ai dit oui. Nous sommes rentrés avec Marc. Et je l'ai aimé, Samuel, je te le jure. Je l'ai aimé comme mon propre enfant. J'ai gardé le secret parce que j'avais peur que la vérité te brise. Nous brise. Le ton changea, alors, devenant plus acéré, plus urgent. Je vois la femme qui a épousé notre fils. Je vois l'avidité dans ses yeux. C'est un vautour, Samuel, et elle a appris à notre fils à en être un aussi. Il te regarde et ne voit pas un père. Il voit un obstacle. Je ne peux plus te protéger de l'extérieur, mon amour, alors je te donne la vérité du passé. Ce secret était autrefois ma honte, mais maintenant il doit être ton bouclier. Pardonne-moi pour toute une vie de tromperie, mais je t'en supplie, ne les laisse pas détruire notre héritage. Protège ce qui est à nous, protège ce qui est à toi. Je laissais les pages tomber sur mes genoux. 48 ans, mon fils n'était pas mon fils. Le chagrin pour Viviane se mêlait à une tristesse vide pour le bébé que je n'avais jamais su avoir perdu. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre commençait à grandir. Une résolution froide et dure. Elle m'avait donné mes instructions. Il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Je sortis mon téléphone de ma poche et trouvai le nom David Chen. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Samuel, comment tiens-tu le coup ?»« David, dis-je, la voix brisée. J'ai besoin de toi, tu peux parler ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? David, j'ai trouvé quelque chose, une lettre, de Viviane. Je lui donnai l'essentiel dévastateur. Elle a écrit que notre fils, Samuel Junior, est mort à l'hôpital, le jour de sa naissance. Et Marc, il n'est pas le mien, David. Ce n'est pas notre fils. Le silence fut absolu. Quand David parla enfin, sa voix était douce d'incrédulité. Mon Dieu, Samuel. Pendant un instant, David fut l'ami. Il pleura avec moi. Mais ensuite, je l'entendis prendre une profonde inspiration. L'avocat sur lequel je m'étais appuyé pendant 3 décennies passa à l'action. Viviane était une femme extraordinaire, Samuel, et elle était plus intelligente que nous tous. Cette lettre n'est pas seulement une confession. Elle t'armait. Maintenant, nous devons l'utiliser. « Que faisons-nous » demandai-je. « Notre arme doit être une science irréfutable. Nous avons besoin d'un test ADN, Samuel. Légalement recevable. Les dossiers hospitaliers sont conservés pendant des décennies. Marc s'est fait opérer des amygdales à 8 ans. Je suis prêt à parier que l'hôpital a encore des échantillons de tissus archivés. Nous pouvons obtenir une ordonnance du tribunal pour cela. Et l'autre partie, demandai-je, la voix à peine audible. Son vrai fils ? Je vais engager un détective privé dès demain matin. Viviane nous a donné une date, un hôpital et des circonstances. Nous pouvons le retrouver, Samuel. Quand je raccrochais, le poids écrasant de l'impuissance avait disparu, remplacé par un objectif froid et dur. Le lendemain, je me rendis sur notre plus grand chantier. J'avais besoin de sentir le sol trembler sous les machines lourdes, de respirer l'odeur du bois coupé et du béton frais. C'était le monde que je comprenais. C'était l'héritage que Viviane m'avait exhorté à protéger. C'est alors que je le vis, Elias Hébert. Il se tenait au milieu d'une discussion animée avec 2 entrepreneurs au sujet d'une livraison de poutres d'acier. Mais Elias ne criait pas. Il écoutait, il avait des plans déroulés sur le capot d'une camionnette, leur expliquant calmement le problème. Il parlait avec une autorité tranquille qui n'avait rien à voir avec son titre et tout à voir avec sa compétence. Après le départ des entrepreneurs, Elias se tourna vers un contremaître. « Dis-moi, Michel, comment s'est passé le récital de piano de ta fille ?» Le contremaître sourit. « Elle a assuré, chef. Merci de demander. » C'était ça, Elias. Il voyait le travail, mais il voyait aussi les gens. Le contraste entre lui et mon propre fils était une douleur physique dans ma poitrine. Je m'approchai. « J'ai vu comment tu as géré ça. Du bon travail. »
Nous avons parlé du projet, puis j'ai posé des questions sur l'aile de logements sociaux, la partie que Jessica avait essayé de supprimer. Ses yeux s'illuminèrent et « C'est incroyable, Monsieur Vance. Nous utilisons ces nouveaux matériaux composites que vous avez approuvés. Ça réduit les coûts de 15% sans sacrifier l'intégrité structurelle. Ces familles n'obtiennent pas qu'un appartement bon marché. Elles obtiennent un vrai foyer de qualité, un endroit pour construire une vie. Je me souvenais du jour où je l'avais embauché. Fraîchement sorti de l'école des ponts. Un gamin maigre dans un costume trop grand, mais son portfolio était brillant et ses yeux avaient une flamme. Il ne voulait pas seulement construire des bâtiments, il voulait construire des communautés. Le même rêve que Marc n'avait jamais compris. Je posai ma main sur son épaule, ma prise ferme. « Tu as un bon cœur, Elias. Dans ce métier, c'est plus rare qu'un devis parfait. Ne le perds jamais. » Il sembla profondément ému. « Merci, monsieur. Ça compte énormément pour moi. » Je m'éloignai, mes bottes laissant des empreintes profondes dans la terre rouge. Je ne me battais pas seulement pour une entreprise, je me battais pour un idéal. De retour dans la salle de conseil, mes derniers mots flottaient encore dans l'air. Ça ne l'a jamais été. Le visage confiant de Jessica était maintenant un masque de confusion et de fureur naissante. Marc regardait sa femme puis moi, son expression pathétique de peur et de stupéfaction. Même Léo avait levé les yeux de son téléphone. Pile au bon moment, la lourde porte en chêne s'ouvrit. David Chen entra dans un costume gris impeccablement taillé, portant sa mallette en cuir usé. Il referma la porte avec un clic doux et définitif. Il me fit un bref signe de tête, le plan était en marche. Jessica retrouva sa voix en première. « Maître Chen, quelle surprise inattendue. Comme je viens de l'expliquer à Samuel, c'est une réunion privée, une affaire de famille. Vos services ne sont pas requis. » David ne broncha pas. Il s'avança lentement vers la table. « Bonjour, Madame Vance. Je suis ici aujourd'hui, non pas à la demande de Monsieur Samuel Vance, mais en ma capacité officielle d'exécuteur testamentaire de feu ma cliente, Madame Viviane Vance. Voyez-vous, bien que ce soit peut-être une affaire de famille pour vous, c'est un devoir légal et fiduciaire pour moi, et je peux vous assurer que ma présence ici n'est pas négociable. » Il marcha jusqu'au bout de la table et posa sa mallette sur la surface en acajou. Elle atterrit avec un bruit sourd et solide. D'un geste lent et délibéré, il fit claquer les fermoirs en laiton. Le son fut brutalement fort dans le silence. On aurait dit une arme qu'on arme. David sortit un document, un petit portfolio relié dans un élégant dossier bleu, la couleur préférée de Viviane. Il le posa doucement au centre de la table. Voici le testament final et juridiquement contraignant de Viviane Vance. Il a été rédigé, signé et attesté il y a 6 mois. Jessica laissa échapper un rire cassant. « Oh, s'il vous plaît, David, ne soyez pas si dramatique. Nous savons tous ce que dit son testament. Tout est divisé selon le plan établi. Marc reçoit ses parts majoritaires. »« Vous vous trompez, Madame Vance, » dit simplement David. Il mit ses lunettes de lecture et ouvrit le dossier bleu. Il commença à lire. La première section était une lettre pour moi. « À mon bien-aimé époux, Samuel, tu as été l'architecte de ma joie. La fondation de ma vie. Pendant 49 ans, tu as été ma boussole et mon encre. Je te laisse mon amour infini, le seul véritable bien qui ne peut jamais être évalué, divisé ou diminué par le temps. » Je fermai les yeux, les mots me submergeant. Puis la voix de David changea, devenant tranchante et clinique. « Maintenant, concernant la disposition des biens matériels et immatériels. Tous mes biens personnels, y compris mais sans y limiter les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement et les effets personnels, ainsi que toutes mes parts dans Vance et Fils Construction, et tous les droits de vote associés seront transférés dans leur intégralité à mon bien-aimé époux, Samuel Vance. » Il fit une pause. « Et aussi ou à mon héritier direct par le sang, si l'un est identifié. » Silence. Marc fixait, le front plissé de confusion. Le sourire narquois de Jessica vacilla. Héritier direct par le sang, quelle étrange formulation. C'est juste du jargon juridique archaïque. Évidemment, cela fait référence à Marc. C'est, dit David, sa voix calme et dangereuse, précisément le point qui nécessite une clarification. Il plongea la main dans sa mallette et en sortit une enveloppe scellée d'un laboratoire de génétique certifié. À la demande écrite de Madame Vance, mon cabinet a reçu instruction de faire appel à un laboratoire tiers pour effectuer une analyse généalogique approfondie. Il fit glisser l'enveloppe sur la table. Elle resta là comme une bombe à retardement. David prit un coupe-papier en argent et glissa la lame sous le rabat. Le bruit du papier qui se déchire fut net
et définitif. Il sortit une seule feuille, un rapport de laboratoire d'apparence clinique. Il remit ses lunettes de lecture et parcourut le document. Quand il parla, sa voix était plate, dénuée d'émotion. Conformément à l'analyse comparative des marqueurs génétiques de l'échantillon A, identifié comme Samuel Vance, et de l'échantillon B, 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 identifié comme Samuel Vance, et de l'échantillon B 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 identifié comme Samuel Vance, et de l'E comme Mark Vance. La conclusion est la suivante. La probabilité que le sujet, Mark Vance, soit le fils biologique du sujet, Samuel Vance, est de 0,0%. Les mots tombèrent dans la salle silencieuse,
comme des pierres dans un lac immobile. Puis, l'effondrement commença. Le visage de Marc se vida de toutes couleurs. Il se mit à secouer violemment la tête. « Non, murmura-t-il. Non, c'est impossible. C'est un mensonge. Maman n'aurait jamais... » Pendant que Marc implosait, Jessica explosa. Un son guttural et furieux jaillit de sa gorge. Elle bondit de sa chaise. « C'est vous qui avez fait ça !» hurla-t-elle. « C'est votre petit tour malade. Vous avez falsifié ça. Vous ne supportiez pas de nous voir prendre le contrôle, alors vous inventez ce mensonge dégoûtant. Espèce de vieux salaud lâche et diabolique. » David la laissa se déchaîner pendant quelques instants. Puis il tendit la main vers le simple dossier bleu et le fit glisser sur la table. Il s'arrêta directement devant les mains tremblantes de Marc. « Votre fils voudra peut-être lire ceci, » dit David. « C'est une explication de sa mère. » La rage de Jessica s'étouffa. Marc était penché sur le dossier, les épaules secouées, de sanglots silencieux, alors qu'il lisait les derniers mots de sa mère. David rajusta sa cravate. « Comme je l'ai dit, le testament de Madame Viviane Vance est explicite. Ses biens et parts majoritaires doivent être transmises à son héritier direct par le sang. Comme l'ADN a prouvé que Marc Vance n'est pas un parent biologique, il est légalement exclu de cette clause d'héritage spécifique. » Je vis un calcul scintiller dans les yeux de Jessica. Si Marc n'était pas l'héritier, peut-être que l'héritage tomberait dans une fiducie générale pour laquelle elle pourrait se battre. David continua. Le testament stipule en outre que dans un tel cas, l'intégralité de l'héritage devrait alors passer à l'héritier biologique, si l'un est identifié. Il fit une pause, puis tourna lentement la tête vers la porte de la salle de conseil. Et nous l'avons identifié. La poignée tourna. La porte s'ouvrit. Dans l'embrasure se tenait Elias Hébert. Il portait encore ses vêtements de travail, le logo Vance et Fils brodé sur son cœur. Ses yeux parcoururent en la pièce, déconcertés, avant de se poser sur moi. La voix de David résonna, formelle et claire. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Elias Hébert, le fils biologique de Samuel et Viviane Vance. » Un nouveau type de silence tomba. Jessica et Marc fixaient Elias comme s'il était un fantôme. Il était l'incarnation vivante de tout ce qu'ils venaient de perdre. David fournit les derniers détails. Notre enquête privée, suivant les pistes laissées par Madame Vance, a localisé Monsieur Hébert le mois dernier. Nous avons également pu localiser les journaux personnels de sa mère biologique. Elle y détaillait les circonstances de sa naissance et de son adoption ultérieure, le tout ayant été légalement vérifié. Je repoussai ma chaise et me levai. Je contournai la table, comblant un écart de 5 décennies. Je m'arrêtai directement devant Elias et posai mes mains sur ses épaules. « Bonjour mon fils, » dis-je, ma voix emplie d'une vie de perte et d'un avenir d'espoir. « Je t'attends depuis très longtemps. » Mes mots déclenchèrent l'enfer final. Jessica hurla. « Non, vous ne pouvez pas. Vous pensez pouvoir remplacer votre fils par ce moins que rien. C'est un imposteur. Et vous êtes un pathétique vieillard. Je vais vous poursuivre pour tout. » Ces menaces n'avaient aucun sens. Pas une seule fois elle n'avait regardé son mari. Pas une seule fois elle n'avait montré de compassion pour l'homme qui pleurait à la table. Elle ne se battait pas pour sa famille. Elle se battait pour son compte en banque. David appela calmement la sécurité du bâtiment. Pendant que nous attendions, il parla une dernière fois. Le testament prévoit une dernière disposition. Parce qu'elle a décrit comme l'affection persistante d'une mère, Viviane a stipulé qu'une modeste allocation mensuelle soit versée à Marc Vance à partir d'une fiducie privée. Ceci, cependant, est conditionnel à son inscription à une thérapie psychologique et à un accord juridiquement contraignant de n'avoir aucun contact avec M. Samuel Vance ou M. Elias Hébert. David regarda directement Jessica. Le testament ne prévoit aucune disposition pour les non-parents par alliance. Vous aussi, Madame Vance, n'avez droit à absolument rien. Les agents de sécurité arrivèrent. Jessica hurla alors qu'il la prenait doucement mais fermement par les bras, l'escortant hors de la pièce. Marc se laissa aider à se lever, une épave creuse d'hommes. Dans le silence soudain, je remarquai que la chaise de Léo était vide. Il avait simplement disparu. Il avait dû s'éclipser dès qu'il avait compris que l'argent était parti. La chose la plus triste et la plus honnête que l'un d'entre eux ait faite de toute la journée. Le clic de la porte de la salle de conseil se refermant fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. David s'approcha et posa une main sur mon épaule. « C'est fait, Samuel. Viviane serait fière. » Il serra mon épaule puis sourit à nous deux. « Je vais aller déposer les documents préliminaires. » Et puis, nous étions deux, nous nous tenions dans la pièce silencieuse, un père et un fils, séparés par 5 décennies de secrets. Elias parla en premier, sa voix hésitante. « Monsieur Vance, je ne sais pas quoi dire. »« Moi non plus, mon fils, dis-je doucement. Pourquoi ne pas commencer par nos prénoms? Je m'appelle Samuel. »
Il me parle de sa vie, ses parents adoptifs, un couple gentil décédé il y a des années. Il me parle de sa jeunesse en voyant le logo au vent ses fils sur les chantiers, un symbole de force dans son monde en perpétuel changement. Quand j'ai postulé pour l'emploi, dit-il, l'émerveillement dans la voix, ça semblait différent. J'avais l'impression de rentrer à la maison. Je ne savais juste pas pourquoi. J'écoutais, sentant les fils invisibles du destin attirer ce bon jeune homme vers moi, même quand je ne savais pas qu'il existait. « Elias, dis-je, ma voix ferme, l'héritage de ta mère et le mien, ce n'est pas seulement une question d'argent, ou de ce bâtiment, ou d'un titre, c'est construire des choses qui comptent, des choses qui durent. C'est dans le cœur d'une maison où une famille se sent en sécurité. C'est dans la solidité d'un pont qui relie une communauté. J'ai vu ce même cœur de bâtisseur en toi depuis le jour où tu es entré dans mon bureau pour la première fois. Voudrais-tu m'aider à continuer à construire ?» Un lent sourire se dessina sur son visage. « Oui, monsieur. Oui. Samuel, ce serait un honneur. » Je marchais vers la grande fenêtre donnant sur la ville. Elias vint se tenir à mes côtés. Nous regardâmes l'horizon ensemble. « Pendant un instant, dis-je, j'ai cru que tout cela concernait la justice. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de pardon. Pardonner à Viviane d'avoir porté un secret si lourd pour me protéger. Et me pardonner d'avoir été trop aveugle pour voir le vrai fils qui se tenait juste devant moi depuis le début. Mon héritage était maintenant en sécurité. Non pas parce qu'il avait été transmis à ma lignée, mais parce qu'il avait été transmis à un homme qui partageait mon esprit. Dans le reflet de la vitre, je vis un vieil homme et un jeune homme, côte à côte. Un passé rempli de secrets avait enfin trouvé sa paix, et un avenir que je n'aurais jamais cru possible commençait tout juste à se construire. Cette histoire nous enseigne que l'héritage le plus précieux n'est ni l'argent ni une entreprise, mais un legs d'intégrité et de sens. Tandis que l'avidité et l'irrespect mènent finalement à la ruine, la vraie valeur d'une personne se prouve par ses actes et la bonté de son cœur, un lien qui est finalement plus fort que le sang lui-même.